messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, la Sierra se donne pour mission l'accès pour tous à l'énergie durable en Afrique. La semaine des énergies et des énergies renouvelables d'Afrique est à sa deuxième édition en cette année 2017. Cette semaine se veut une cohérente avec la vision du gouvernement burkinabé en matière de promotion de l'énergie durable. Quels en sont les enjeux? Éléments de réponse dans ce journal. Dans l'actualité également, la nuit qu'il convient désormais d'appeler Nuit des Galians. 20 ans après leur création, les prix Galian dévoilent les innovations prévues pour cette année. Parmi elles, un super prix décerné aux plus méritants des méritants, 3 millions de francs CFA et un terrain viabilisé à Ouagadougou. Et puis, dans l'actualité, nous en saurons en plus sur un phénomène, la détresse des femmes d'émigrés à Béguédo, dans cette commune de la région du centre-est. Presque toutes les familles sont touchées par l'émigration. On y trouve des jeunes femmes mariées, vivant pourtant seules, attendant le retour de leur époux parti à l'aventure. C'est le dossier à voir dans quelques instants. Mais avant, le point sur l'opération Bayard, lancée ce week-end à la frontière entre le Burkina et le Mali. À Kossiam, le commandant de la force Barkhane a échangé, entre autres, avec le président du Faso sur l'opération qui a neutralisé plusieurs terroristes retranchés dans la forêt Foulsaré. Le point de cette journée d'audience à Kossiam avec Konsoum Koulibaly et Boum Ernest Nebié. Le commandant de la force Barkhane, c'est le président du Faso. Au cœur des échanges, la question sécuritaire, notamment le combat contre le terrorisme au Burkina et dans la sous-région. En tant que commandant de la force Barkhane, il est important pour moi d'écouter le président et d'avoir recueillir son appréciation sécuritaire sur les priorités qu'il a et puis ce qu'il peut demander à la force Barkhane en appui de l'armée du Faso pour améliorer notre coopération. Après l'opération Panga menée conjointement par les armées françaises, maliennes et burkinabées contre le terrorisme dans le Sahel, la force Barkhane a piloté une autre le 29 avril dernier dans la forêt de Foulsari, située à la frontière Mali-Burkina. Une opération qui a permis de mettre la main sur une vingtaine de djihadistes et de saisir des armes et du matériel qui servent à fabriquer des explosifs. Cette opération, le commandant de la force Barkhane en a parlé au président du Faso. Nous avions eu des renseignements sur la présence d'ennemis que nous avons décidé de traiter. Nous avons eu un bilan satisfaisant. Le but de ces opérations, le but final de ces opérations, c'est de débarrasser les populations des terroristes qui les terrorisent. À l'issue de cette audience, le président du Faso a reçu une délégation du groupe de la Banque Atlantique. Les échanges ont porté sur le PNDS et des projets de développement au Burkina. Il s'agit notamment de projets dans les logements sociaux, dans l'éducation et les infrastructures. Et nous nous réjouissons parce que nous avons eu un écho très favorable de Son Excellence le chef de l'État. Après le président du Faso, la délégation est allée rendre visite au Premier ministre Paul Kabatieba. Avec lui, il a aussi été question de projets de développement au Burkina. Les questions sécuritaires évoquées également au cours du dialogue politique entre le Burkina et l'Union européenne. Cette 11e session fait aussi un état des lieux de la gouvernance démocratique, économique et environnementale. Mathias Rabo, Abdelaziz Yagibou, reportage. Acteur de la diplomatie et de la gouvernance démocratique du Burkina et ambassadeur du groupe de l'Union européenne mettent à profit cet exercice traditionnel pour apprécier la situation sociopolitique et économique de leurs espaces respectifs. Le point d'honneur est mis essentiellement sur la situation sécuritaire au Burkina et dans la sous-région. Les questions de diplomatie, d'échanges commerciaux entre le Burkina et l'Union européenne, mais aussi les préoccupations liées à la mise en œuvre du PNDS, à la justice et la réconciliation et aux réformes constitutionnelles seront passées au crible. Ce dialogue doit porter pas seulement sur l'aide, ça n'est pas une réunion de coordination de l'aide, pas seulement, c'est une réunion qui doit porter sur la gouvernance, sur les droits de l'homme, sur la démocratie, sur les stratégies de coopération respectives. Le ministre burkinabé en charge des affaires étrangères, tout en saluant l'efficacité et la qualité du partenariat entre le Burkina et l'Union européenne,
indique que d'énormes efforts sont fournis au quotidien par les acteurs de la gouvernance politique pour l'instauration d'un véritable état de droit au Burkina. Au-delà de l'aide traditionnelle dans le cadre du programme indicatif national, nous nous réjouissons des visites de nombreuses délégations dans notre pays. Vous avez traduit votre confiance par un niveau d'engagement sans précédent pour le financement de l'économie nationale. Jamais on a noté autant d'engagement, autant d'engouement de partenaires publics, internationaux, privés, nationaux ou étrangers pour notre pays. Les deux parties affichent l'ambition de voir cette rencontre dégager de nouvelles pistes pour relever les défis qui leur sont communs et consolider les bases de leur coopération. Et puis c'est parti depuis ce matin pour une semaine d'échanges sur l'énergie. Pour sa deuxième édition, la semaine des énergies et des énergies renouvelables d'Afrique se penche sur la promotion du mix énergétique. L'accès à l'énergie durable doit être une réalité. C'est la vision de cette semaine ouverte à Ouagadougou. Le point avec Yacouba Gamene et Maïmouna Traoré. Pour une augmentation significative de l'accès des populations à une énergie durable, la réflexion est lancée. La deuxième édition de la Semaine des énergies et des énergies renouvelables d'Afrique SERA fait la promotion de l'efficacité et du mix énergétique. Une vitrine de promotion des énergies renouvelables qui consacre l'unité d'action entre les différentes parties engagées dans la promotion de l'efficacité énergétique au Burkina Faso et en Afrique. Ce cadre-là va permettre à l'ensemble de ces acteurs-là de se retrouver, aussi bien au plan national sur les questions liées aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique, que sur le plan international, donc sur la question donc, des producteurs indépendants et le marché de l'électricité que nous cherchons à mettre en place. Donc c'est toutes ces thématiques-là qui vont être abordées pendant la SERA, et la SERA va être le cadre donc, qui va permettre donc, de pouvoir mettre en branle donc, toutes ces actions qui vont en étroite ligne aujourd'hui avec la politique énergétique. Et le Royaume du Maroc, pays invité d'honneur, est présent à cette deuxième édition de la SERA pour partager son expérience. Le Maroc a entamé dès les années 60 avec la grande politique de construction des barrages à produire de l'énergie renouvelable. Aujourd'hui, les énergies renouvelables rentrent dans 24% de la consommation marocaine. Nous avons atteint un degré d'électrification de 99%. Le Burkina Faso est également engagé dans cette dynamique. Pour juguler la crise énergétique, l'Assemblée nationale a adopté le 20 avril dernier une loi portant réglementation du secteur de l'énergie. Cette loi permet l'investissement privé dans la production et la distribution. Le Burkina serait-il le prochain pays africain à accueillir une banque islamique? Les jalons ont été posés la semaine dernière à Djeddah lors de la visite de travail effectuée par le Premier ministre Paul Kabatieba. Quelles sont les opportunités de l'implantation d'une telle institution financière? Réponse avec Paul-David Bambara et Maxime Zongo. L'un des objectifs majeurs de la visite du chef du gouvernement à Djeddah, au siège de la Banque islamique de développement, mener des actions dans le cadre de l'opérationnalisation des intentions de financement du PNDS. En marge de cette activité, on a aussi échangé avec les experts sur la finance islamique. L'ambition, à terme, implanter une banque islamique au Faso. La banque islamique, une fois qu'elle est opérationnelle au niveau du pays, elle va promouvoir les produits de la finance islamique. J'en veux pour illustration, par exemple, les prêts istisna que cette banque-là va peut-être accorder aux structures qui sont dans le besoin. J'en veux comme illustration un autre produit qu'on appelle par exemple le Mourabaha, qui est similaire à une vente avec une marge bénéficiaire. C'est-à-dire que pour les opérateurs économiques et les commerçants, ils peuvent, à travers cette banque islamique-là, bénéficier des prêts sous forme Mourabaha pour effectuer renforcer leur activité commerciale. La finance islamique qui s'adosse sur la morale islamique comporte de nombreux produits dont les contours se démarquent de la finance conventionnelle. Il y a un certain nombre d'interdits qui la démarque de la finance classique, la finance conventionnelle. Si on prend par exemple la thésaurisation, l'islam ne recommande pas la thésaurisation. La corruption, l'islam interdit la corruption.
l'islam interdit l'usure, c'est-à-dire que le prêt usurier, l'islam interdit. L'islam interdit par exemple la spéculation. Et donc si on prend ces éléments qui sont prohibés en islam, quand on met dans la transaction, les transactions entre les agents économiques, on se rend compte que voilà, il y a un certain nombre de morales, il y a un certain nombre de responsabilités qu'on prend en compte. Au regard des nombreuses opportunités qu'offre la finance islamique au secteur privé, les autorités burkinabées ont marqué leur volonté d'implanter cette autre branche de la finance au Burkina avec l'appui de la BID. Au terme des échanges, la BID, selon les experts, a eu une oreille attentive à cette requête et rassuré la délégation qu'une mission sera envoyée dans les toutes prochaines semaines à Ouagadougou pour avoir des contacts avec les autorités compétentes. 5 départements ministériels bientôt dotés d'un référentiel pour mieux cibler leurs actions. Ils le doivent à une formation qui se tient en ce moment dans la capitale sous la houlette du département de l'économie et des finances en partenariat avec la Banque mondiale. Les experts outillés en la matière vont fournir une cartographie des risques. Jean-Eudes Bayala, Moumouni Soubeiga, explication. Dans un contexte marqué par le lancement et la mise en œuvre des projets et programmes de développement, le département de l'économie, des finances et du développement a opté de renforcer les capacités des acteurs en matière de cartographie des risques. La cartographie des risques est la représentation synthétique du niveau d'exposition aux aléas qui peuvent avoir un impact sur la réalisation des objectifs d'une structure. Les actions à mener, considérant les points de vulnérabilité relevés pour améliorer les performances. L'efficacité et l'efficience dans la mise en œuvre de ces différents projets et programmes, c'est ce qui tient à cœur les autorités. C'est dans ce cadre-là que cet atelier est organisé au profit donc du corps de contrôle pour qu'ils puissent accompagner les différents ministères à identifier leurs forces et leurs faiblesses et surtout à préparer un plan de gestion donc de ces risques pour que nous puissions ensemble réussir la réforme dans laquelle nous nous sommes engagés et cela donc pour contribuer donc à l'atteinte optimale des objectifs du PN2S. La session de formation sur la cartographie des risques est organisée par le département en charge de l'économie, des finances et du développement en partenariat avec la Banque mondiale. Elle concerne 5 départements ministériels, la santé, l'éducation nationale, les infrastructures, l'environnement et le département de la femme, de la solidarité nationale et de la famille. Et justement en santé, il faut désormais compter avec ce nouveau programme Be Healthy, Be Mobile, M-Cancer. Il se sert donc des technologies de l'information pour prévenir le cancer du col de l'utérus. Plusieurs milliers de femmes pourront ainsi en savoir davantage sur ce mal à travers leur téléphone portable. Le projet compte sur le lobbying de l'épouse du chef de l'État pour s'étendre. Reportage signé Daouda Ouattara et Mounira Kiri. Le projet Be Mobile M-Cancer du col de l'utérus entendait par là l'utilisation des technologies de la communication comme le téléphone portable pour prévenir et combattre ce cancer qui endeuille des milliers de familles chaque année. Un programme mobile de santé qui devrait contribuer à améliorer la santé des femmes au Burkina. À travers ce programme, les professionnels de la santé seront mieux outillés pour organiser des dépistages et le suivi des femmes, et ces dernières pourront recevoir les informations sur les mesures adéquates pour une meilleure prise en charge de leur santé. Des messages seront donc envoyés via le téléphone portable pour sensibiliser les femmes sur la nécessité d'un dépistage précoce du cancer, mais aussi les informer sur le traitement des lésions précancéreuses comme celle du col de l'utérus. Envoyer par exemple des messages à temps régulier à toutes les femmes sur l'information, sur les manifestations du cancer et sur les dispositions de dépistage existants et rappeler aux femmes à quel moment il faut aller au dépistage dans les formations sanitaires. Le programme M-Cancer a été conjointement lancé depuis 2012 par l'Union internationale des télécommunications et l'Organisation mondiale de la santé. Le Burkina est le deuxième pays après la Zambie
à s'appuyer sur les technologies innovantes pour combattre le cancer du col de l'utérus. Demain, 3 mai, sera commémorée la Journée mondiale de la liberté de la presse. En marge de la célébration, le Centre de presse Norbert Zongo a initié un atelier portant sur les médias face aux défis sécuritaires, un thème d'actualité qui interpelle le 4e pouvoir dans son ensemble. Moussa Ouedraogo et Nathalie Sawadogo nous en disent plus. Demain, 3 mai, est célébrée la Journée internationale de la liberté de la presse. Elle est placée sous le thème des esprits critiques pour des temps critiques, rôle et responsabilité des médias pour une société stable et inclusive. Au Burkina Faso, le monde des médias, quant à lui, a décidé de commémorer cette journée sous le thème défis sécuritaires au Burkina Faso, rôle et responsabilité des médias. Un thème qui rime avec l'actualité du moment. Avec la montée des menaces terroristes, il y a effectivement des soucis par rapport au traitement de l'information, en tout cas par rapport aussi aux perceptions que ceux qui sont au niveau du front peuvent avoir par rapport sur le traitement de cette information. Et justement, nous avons pensé qu'il était bon qu'on mette tous les acteurs, notamment les forces de défense et de sécurité et les hommes de médias, autour de la même table, pour réfléchir sur quelle piste de collaboration afin de permettre à chacun effectivement de savoir comment se situer par rapport au travail de l'autre, que les médias continuent à faire leur travail d'information sans compromettre effectivement les chances de succès des opérations des forces de défense et de sécurité. À la veille de cette célébration, hommes de médias, forces de défense et de sécurité et organisations de société civile mène ici la réflexion sur comment vaincre le terrorisme au Burkina Faso. Nous avons demandé à l'état-major effectivement de venir nous présenter une communication autour de ce qui est, comme on appelle, les principales orientations en matière dans les efforts de lutte contre le terrorisme et pour la protection de l'intégrité territoriale. Mais en même temps, on profite de leur demander s'il est possible de faire un premier bilan par rapport à toutes les opérations qui sont menées jusque-là. La question de la sécurité des journalistes, la collaboration des OSC, mais aussi des partenaires techniques et financiers dans la lutte contre le terrorisme sont autres points qui seront abordés. Restons avec les médias pour parler du 20e anniversaire des prix Galien. Et oui, c'est en 1997 que ces prix étaient lancés en vue de récompenser les femmes et hommes du monde de la communication. Des innovations sont prévues pour cette édition 2017 et elles ont été dévoilées au cours d'une conférence de presse animée par le ministre en charge de la communication. Le point avec Nong Bakouda et Draman Guéné. Pour cette édition de 2017, les Galiens ont eu du galon. 15 genres seront désormais en compétition avec bien sûr des genres omis. La valeur du prix Galien passe du simple au double, 500 000 francs CFA à 1 million de francs CFA. Il y a aussi l'introduction d'un super prix dénommé Super Galien qui récompense le meilleur de tous les lauréats. Vous avez donc 15 genres en compétition, 11 dans le genre production et 4 dans le genre technique. Et ces genres-là sont notés. Et donc, celui des 15 qui aura, on espère, au moins 17, pourra donc bénéficier de ce super Galien. Il s'agit donc d'un prix qui vient en sus, d'un montant de 3 millions de francs CFA, et auquel nous avons, avec l'accompagnement du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, associé une parcelle de 375 mètres carrés, située donc à Ouaga 2000. Innovation encore dans les Galiens 2017, c'est le nivellement des montants des prix spéciaux. Ils montent tous maintenant à 1 million de francs CFA comme les prix officiels. Seul bémol, leur nombre est limité à 10 au maximum. Vous aviez parfois plus d'une vingtaine de prix spéciaux. Parfois, certains montants étaient supérieurs même à ceux des Galiens. Donc, et ensuite, il y avait parfois comme des œuvres commandées qui étaient primées. Alors que c'est d'abord la qualité du travail que nous voulons promouvoir. C'est pour ça que nous avons décidé que nous aurons 10 prix spéciaux et nous aurons 15 genres journalistiques en compétition pour les Galiens. Jadis, connue sous le nom Nuit du communicateur, la Nuit des récompenses devient Nuit des Galiens. Elle est prévue se tenir le 3 juin prochain sous le patronage du président du Faso.
En entendant cette nuit des Galiens, le président du Faso s'est rendu dans une salle de cinéma. Accompagné de son épouse, ils se sont prêtés à une mise en scène pour suivre le film Frontières d'Apolline Traoré. Une fiction qui pose la problématique des frontières pendant que l'intégration est, elle, prônée par les dirigeants africains. Le film de cette soirée ciné avec Amado Ilboudo et Godefroy Bazier. D'entrée de jeu, la réalité a rejoint la fiction pour deux invités de cette projection de Frontières. Bonsoir. Madame la première dame. Vous avez quelque chose à signaler? Mon papier, s'il vous plaît. Garde à vous! Ouvrez la barrière. Si le président du Faso et son épouse se sont volontiers prêtés au jeu, la réalité est moins joyeuse pour les 4 commerçantes dont les péripéties sont racontées par l'œuvre d'Apolline Traoré. Depuis que j'ai été actrice dans ce film, j'ai beaucoup de respect pour les commerçants, les commerçantes. Et j'espère que vraiment le message, comme je le dis, qu'Apolline a voulu faire passer sera reçu et que les autorités, non seulement des pays membres de la CEDEAO, mais toutes les autorités en général pourront lutter contre la corruption. Œuvre de fiction qui évoque les pérégrinations de femmes battantes en Afrique de l'Ouest, Frontières est surtout un hymne à l'intégration africaine. Au-delà de ce que nous appelons fiction, ce sont des tristes réalités de tous les jours sur les routes africaines. Et je pense également que c'est une interpellation pour que l'intégration africaine soit véritablement une réalité. Pour la libre circulation des hommes et des biens également est une réalité en toute sécurité. Les frontières sont des barrières artificielles que la sous-région a de la peine à abattre et c'est un combat qui incombe aux politiques. Oh, ne bouge pas! Oh, ne bouge pas! Eux ont choisi de passer plusieurs frontières à la recherche du mieux-être. L'immigration est la chose la mieux partagée par les familles de Béguédo. Dans cette commune située dans la région du Centre-Est, l'aventure fait rêver plusieurs jeunes. Ce qui fait rêver les jeunes filles, c'est de se marier avec un émigré. Conséquence, elles se retrouvent seules pendant plusieurs années, attendant le retour de leur époux. Comment vivent-elles cette séparation? Réponse dans ce dossier signé Paul Yabré, Alassane Kendrebeogo et Clarisse Nikiema. La commune de Béguédo, dans la région du Centre-Est, est en pleine mutation. Ici, la majorité des hommes partent en Europe à la recherche du travail pour améliorer leurs conditions de vie. L'argent de la migration est visible, entretenant l'illusion de l'émigré fortuné. Épouser un émigré était donc le rêve des femmes de cette localité pour sortir de la pauvreté. Mais dans ces villas cossues, le sort de nombreuses femmes des émigrés est triste. Depuis le départ de mon mari, avoir à manger, c'est vraiment un problème pour moi et mes 3 enfants. À cela s'ajoute le manque d'argent pour s'occuper de nos besoins quotidiens, tels les vêtements et même le savon pour laver les habits. Mon mari n'envoie pas l'argent couramment et même quand il l'envoie, ça n'arrive pas à couvrir nos dépenses. Tout comme Zenabou, bon nombre des femmes de cette localité n'ont pas revu leurs époux depuis des années. Pour des raisons de sécurité, elles refusent de relater leurs désillusions et leur solitude dans notre micro. Elles évoquent des cas d'adultère et de répudiation. L'autre souci des femmes des émigrés, c'est également l'éducation des enfants en l'absence de leur père. Ça fait 19 ans que mon mari est en Italie. Ce n'est pas facile d'éduquer les enfants en tant que femme. Un de mes enfants a même abandonné l'école et a quitté le domicile. Mon mari peut atteindre 7 à 8 mois sans m'envoyer de l'argent. Si ton enfant tombe malade, c'est tant pis pour toi. Certaines de ces femmes des émigrés mènent des activités parallèles pour pouvoir s'occuper de la famille en attendant le retour de leur mari.
Mon mari a plus de 60 ans et vit toujours en Italie. Les jeunes qui partent en Italie gagnent facilement un emploi, mais quand tu prends de l'âge, tu peines à en avoir. Donc mon mari ne travaille plus. Monsieur ne gagne pas l'argent parce qu'en Italie, monsieur ne gagne pas à travailler. Nous-mêmes, on regrette. Mais tu vas conseiller les filles qui vont abandonner l'école pour prendre les Italiens là. Ils ne vont pas accepter. Parce que toi, déjà, tu avais pris une Italienne. Les services de l'action sociale mènent des actions de sensibilisation en vue d'attirer l'attention des populations sur l'impact négatif de la migration. Ce sont des activités de formation que nous menons, des activités de sensibilisation sur les droits et devoirs des femmes. Et le plus souvent, quand nous abordons ces sujets-là, sur la situation de ces femmes, des immigrés, voilà, elles nous exposent leurs difficultés. Donc, ensemble, nous essayons aussi de leur prodiguer des conseils, de les guider un peu. Vivre en Italie ou dans les autres coins du monde, c'est le rêve de beaucoup de jeunes natifs du pays Bissau. Dans l'actualité hors de chez nous, le Hamas dit accepter un État palestinien dans les frontières de 1967 avec Jérusalem pour capitale. C'est une première dans l'histoire de ce mouvement de résistance islamique palestinien. Le Hamas a ainsi présenté son document politique élaboré dans le plus grand des secrets. Un nouveau chapitre pour le Hamas. Le mouvement islamiste palestinien a modifié son programme politique pour la première fois de son histoire. Dans un document publié lundi soir, le Hamas accepte un État palestinien limité aux frontières de 1967, reconnu par l'Organisation de libération de la Palestine, et dit être en conflit avec le projet sioniste et non avec les Juifs. Le porte-parole du Premier ministre israélien n'est pas convaincu. Le Hamas cherche à alléger la pression internationale qui pèse sur lui. Il cherche à tromper le monde en affirmant qu'il n'est pas aussi méchant qu'on le pense. Mais quand vous regardez ce qu'il dit à son propre peuple en arabe sur les chaînes de télé du Hamas, dans les mosquées, les écoles, il appelle quotidiennement à la destruction d'Israël. In their mosques, in their schools, they're calling on a daily basis to destroy Israel. Le mouvement qui contrôle depuis 10 ans la bande de Gaza insiste sur le fait qu'il ne reconnaît pas Israël et maintient l'objectif évoqué dans sa charte fondatrice de 88, libérer toute la Palestine. En revanche, le Hamas prend ses distances avec les frères musulmans égyptiens. Le chef du Hamas, Khaled Meshal, membre de l'aile pragmatique, doit céder sa place dans les prochains jours. La revue de presse pour refermer ce journal, l'opération Bayard des forces françaises au Nord Mali et la fête du travail sont les sujets commentés par les parutions du jour. Le meeting du CEFOP n'est pas passé sous silence, nous dit Vincent Kiandre-Burgo qui signe la revue de presse. Le meeting du CEFOP à la une des quotidiens aujourd'hui. Menace d'une motion de censure contre le gouvernement, titre citoyen. Le journal rapporte une désillusion totale de l'opposition qui déplore la morosité économique sous la gouvernance MPP. Et on peut noter cet appel du CEFOP au président du Faso à initier courageusement la réflexion sur l'avenir du franc CFA avec ses pairs de l'UEMOA en vue d'accélérer la création de la monnaie unique de l'espace CEDEAO. Meeting à guichet fermé, titre l'observateur Palga, pour souligner la forte mobilisation des militants de l'opposition pour un meeting aux allures de rentrée politique pour le CFA précomposé. Et Zéphirin Diabré n'hésite pas de tourner le PNDS en dérision. Où est passé l'argent annoncé à grand renfort de publicité, se demande-t-il. Soit ils ont menti, soit ils l'ont détourné. Propos de Zef rapporté par l'Obs. Pour aujourd'hui au Faso, les pugilats verbaux ont repris de plus belle. Avec ce meeting, poursuit le journal, le MPP doit désormais éteindre ses rêves de compter sur une opposition compréhensive. Le pays consacre sa une à la fête du travail. C'est un 1er mai dans un contexte de revendications syndicales et de grève à répétition, avec en plus le premier grand meeting de l'opposition. Le journal pense que le gouvernement ne devrait pas minimiser les préoccupations des travailleurs, tout comme les syndicats devraient éviter la surenchère et se tenir à équidistance des chapelles politiques. Opération Bayard. Le pays salue cette opération de l'armée française qui a permis de mettre une vingtaine de djihadistes hors d'état de nuire. Une véritable opération de salubrité, qualifie le journal. L'Obs en tire 3 enseignements. Le terrorisme n'est pas une fatalité. La mutualisation des forces comme meilleur moyen de la lutte. Et enfin, que l'armée française nous aide à nous passer de son aide.
Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. L'information revient en direct à partir de 22h30 avec Christine Koulibaly. Très bonne suite de programme sur la télévision du Burkina.